Bonjour, je suis le Dr Borowski, je suis médecin psychiatre et j'exerce au terme de Saujon. Et je crois qu'on va parler aujourd'hui des électronarcoses, des sismothérapies, et j'en pratique ici au sein de l'établissement. Alors, il faut savoir qu'ici au sein de la clinique, nous avons un site de réanimation, un site d'électronarcose. Alors, c'est une thérapie qui est utilisée essentiellement dans des indications bien précises quand on nécessite une réponse rapide pour certaines pathologies. Alors ça se pratique dans une salle dédiée à l'électronarcose avec un lit sur lequel est placé le patient. Vous avez un anesthésiste réanimateur qui fait l'examen du malade après un bilan pré-anesthésique et qui surveille le patient avec l'induction d'une anesthésie pendant laquelle la personne, le patient est anesthésié pendant environ 5 minutes. Vous avez également le médecin psychiatre responsable de l'électronarcose qui pratique une décharge électrique à travers une machine au niveau cérébral en déclenchant une crise convulsive tonico-clonique et avec une surveillance de l'électroencéphalogramme de la crise convulsive. Vous avez également un infirmier accompagné d'un autre personnel paramédical. Alors, au niveau cérébral, on ne connaît pas encore les mécanismes exacts de la sismothérapie. Alors, comme je disais, on a constaté que des crises convulsives améliorent les troubles mentaux. C'est à partir de là qu'on a développé cette technique. On pense que la sismothérapie provoque une dépolarisation, elle provoque un bourgeonnement cellulaire, synaptique, ce qui a pu être confirmé par des IRM et des IRM fonctionnels et d'autres imageries. On pense qu'il y a des facteurs neurotrophiques qui favorisent la croissance des neurones au niveau du cerveau, comme ce qu'on appelle le BDNF, le Brain Derived Neurotrophic Factor. Ce sont donc des substances corporelles qui permettent une croissance au niveau du cerveau, surtout au niveau de l'hippocampe. Et on sait qu'il y a aussi une augmentation du métabolisme des catécholaminergiques comme la noradrénaline, dopamine, qui a une augmentation de ces substances, de la sérotonine également, ainsi que des encéphalines, donc c'est des opioïdes endogènes. On sait également qu'il y a une augmentation de la synthèse protéique, des protéines. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau cérébral et qui permettent une modification des schémas, de l'information intégrée vers une neutralisation et une ouverture vers une acceptation d'autres éléments beaucoup plus positifs. Donc voilà, mais encore une fois, on ne connaît pas encore le mécanisme
exact, mais on sait que ces électronarcoses permettent des modifications au niveau des neuromédiateurs, du fonctionnement physiologique et neurocognitif, et c'est là sans endommager le cerveau. On le sait par l'imagerie, les IRM ont montré qu'il n'y a aucune séquelle, tout au contraire, il y a une amélioration avec une croissance neuronale. Alors, l'électronarcose est essentiellement proposée dans des dépressions sévères. Les dépressions sévères mélancoliques, profondes, avec souvent un ralentissement psychomoteur très important. Également dans des dépressions agitées, très anxieuses, quand il y a une certaine notion d'urgence, quand il faut agir rapidement. Dans des dépressions résistantes, quand les différents traitements antidépresseurs n'ont pas fait leur effet, dans les dépressions où il y a un risque vital, par exemple, les personnes ne s'hydratent plus assez, donc il y a un engagement du risque vital, et là il faut agir rapidement, et souvent les électronarcoses nous permettent de sortir cette personne de sa pathologie et de la soigner, de la guérir. C'est ça, parce que après vous avez d'autres indications à côté de la dépression, comme par exemple les états maniaques, où les gens peuvent être très agités, très anxieux, et cela permet, en cas de résistance au traitement pharmacologique, d'avoir une deuxième ligne de traitement, souvent très efficace. Il y a aussi une indication dans les états psychotiques, dans la schizophrénie, catatonique par exemple, ou dans les bouffées délirantes très résistantes, ainsi que dans les schizophrénies résistantes, souvent en association avec un autre traitement qu'on appelle la clozapine. Voilà. Alors les effets secondaires sont surtout passagers. C'est vrai que c'est une technique qui est particulièrement bien tolérée, souvent contrairement aux psychotropes où ils peuvent avoir des effets intolérables. L'électronarcose est vraiment comment dire, assez bien tolérée, avec une innocuité au niveau du corps. Donc vous avez un état confusionnel, peut-être passager, qui n'est pas systématique. Vous avez des troubles de la mémoire, surtout antérograde, passager aussi, hein, c'est-à-dire que tout ce qui se passe après l'électronarcose est oublié pendant, disons, 1 ou 2 journées. Après, vous avez aussi des troubles de la mémoire plus anciens, qui peuvent apparaître, mais qui sont très rares, et on observe, c'est vrai qu'exceptionnellement. Après, vous pouvez avoir des maux de tête, s'il fallait, vous pouvez également ressentir quelques douleurs musculaires, mais ces douleurs musculaires sont bien atténuées grâce au traitement myorelaxant pendant l'anesthésie au cours de la sismothérapie. Vous savez, également quelques douleurs articulaires, très rarement une fracture, mais ça peut apparaître par moments, des nausées également, mais c'est très passager. Alors les contre-indications sont les contre-indications premièrement à toute anesthésie, comme une insuffisance cardiaque sévère, un infarctus du myocarde récent, un AVC récent, un trouble du rythme aigu sévère,
une pathologie emboliogène, etc. Après, il y a des contre-indications psychiatriques, à savoir une dépression sévère névrotique, où les électronarcoses sont complètement contre-indiqués et provoquent même le contraire, une aggravation à travers une interprétation névrotique de la thérapeutique. Et vous avez également la paranoïa, qui est une grande contre-indication de la pratique de la sismothérapie. Alors, la sismothérapie est une thérapie qui est apparue dans les fin des années 30. Ça a été mis en place par Serletti et Bini, deux physiologistes italiens, qui ont d'abord fait des essais sur des animaux. On s'est rendu compte déjà avant qu'une crise convulsive, une crise épileptique, améliore les troubles mentaux. Alors c'est à partir de cette hypothèse qu'ils ont fait leurs expériences. Et les premières électronarcoses ont été effectuées sans anesthésie, dans des conditions très précaires, très difficiles, avec des douleurs bien sûr musculaires parce qu'il n'y avait pas d'anesthésie ni myorelaxant. Donc c'était quelque chose qui avait une réputation de moins en moins acceptée par le public. Il y avait le film Un vol au-dessus de coucou, etc. Donc ça les électronarcoses ont quasiment disparu en fin des années 60. D'autant plus qu'il y avait des traitements psychotropes, des antidépresseurs, des antipsychotiques, qui ont été mieux tolérés, beaucoup mieux tolérés, donc plus facilement acceptés. Et depuis quelques années, il y a un regain de cette thérapie, une thérapie alternative, donc qui est une thérapie rapide, parfois spectaculaire, une thérapie qui est bien tolérée et qui sauve pas mal de vies, et dans certaines indications la sismothérapie est inégalée, donc c'est vraiment une thérapie alternative, souvent en seconde intention, mais ça peut sauver des vies, donc parfois on a besoin de les faire rapidement. Donc voilà, maintenant la sismothérapie se pratique dans des conditions sécurisées. On a un anesthésiste, un psychiatre, deux personnes du personnel paramédical, du monitoring. Vous avez un ECG, vous avez le pouls, la tension artérielle, l'oxymétrie, tout ça c'est surveillé par un monitoring. Le psychiatre a dans sa machine un EEG, un électroencéphalogramme intégré pour voir si la crise convulsive se déroule dans les bonnes conditions. Et avant de pratiquer les sismothérapies, il y a tout un protocole à respecter. Il y a le consentement, bien entendu, à demander au patient ou sa famille. On a également à notre disposition un ECG après une consultation cardiologique, un scanner cérébral pour voir s'il n'y a pas une anomalie contre-indiquant la pratique de la sismothérapie, et on fait un bilan biologique habituel. Voilà, donc ça se passe vraiment dans des conditions très sécurisantes. On a très peu de problèmes graves, et s'il y a des problèmes, c'est comme pour toutes les anesthésies, ça peut être des problèmes cardiaques, etc. Mais ça n'a rien à voir avec la crise convulsive, c'est lié à l'anesthésie, bref, mais c'est moins nombreux même que pour une anesthésie normale. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut pratiquer en toute sécurité, et c'est très utile pour nous.
comme je disais, c'est-à-dire que quand il y a au niveau clinique un tableau qui est inquiétant, une dépression sévère avec un ralentissement, une stupeur mélancolique, une stupeur mélancolique ou un refus d'alimentation, un risque suicidaire très important, on peut pratiquer ou proposer dans un premier temps cette pratique aux patients rapidement. Et souvent, les patients sont eux-mêmes aussi quelque part demandeurs, non seulement d'un soulagement, mais ils ont entendu parler de cette pratique de sismothérapie. Après, nous avons des patients qui ont eu des différents traitements qui sont inefficaces. On a des personnes âgées qui ne tolèrent très mal les psychotropes. On a des femmes enceintes qui peuvent avoir des sismothérapies où les psychotropes sont contre-indiqués, mais on peut pratiquer tout au long de la grossesse la sismothérapie. Donc il y a des indications précises et c'est important d'avoir cette possibilité d'aider, cette alternative pour aider ces personnes en grande souffrance.